Christophe Evans est chargé d'études en sociologie au service études et recherches de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Vous trouverez à l'issue de la conférence un ouvrage collectif dirigé par Christophe Evans qui est présenté à la signature. Lectures et lecteurs à l'heure d'Internet. Livre, presse, bibliothèque aux éditions du Cercle de la Librairie. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que Christophe Evans, comme Jean-Luc Velay, va participer à une étude sociologique sur les pratiques de lecture contemporaines. Donc, je le laisse parler. Donc, et un grand merci. Merci, Bernard. Merci et bonjour. Donc, je vais le faire à l'américaine, à la Steve Jobs, en restant debout. Alors, je ne sais pas quoi faire de mes mains, donc je les mets dans mes poches. Je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de motricité, on verra bien. Je vais commencer par remercier chaleureusement les organisateurs pour cette invitation, Bernard Van Mael en particulier, et les féliciter aussi pour s'être engagés dans ce projet de dimension internationale, européenne. C'est vrai qu'en tant que chercheur, moi je suis particulièrement sensible à cette dimension d'échange et d'analyse comparée, à la fois pour des raisons scientifiques, mais aussi pour des raisons politiques. Avec la première intervention de Jean-Luc Velay, on était au cœur du cerveau du lecteur. Je vous propose de prendre un petit peu plus de recul pour cette intervention, de passer en mode paysage par certains côtés, pour essayer de s'intéresser aux pratiques contemporaines des lecteurs, un peu sous tous leurs aspects. Mais pour rester aussi sur des questions cognitives, parce que moi aussi, je m'intéresserai à la question des représentations, mais là, en l'occurrence, plutôt des représentations sociales, ce qui est tout à fait justifié en ce qui concerne une activité telle que la lecture, une activité vraiment polymorphe, on va le voir. Oh là, ça va trop vite. Bon, c'est pas grave. Oui, voilà, donc je disais m'intéresser aussi aux représentations dans la mesure où la lecture n'est pas n'importe quelle activité culturelle. On le voit d'ailleurs dans les questions qui étaient adressées à Jean-Luc Velay précédemment. La lecture fait l'objet de discours, d'inquiétudes. Donc en tant que sociologue, il me paraît aussi, moi, important de dresser le paysage un petit peu justement de cet état des discours sur la lecture. Sachant que la sociologie est aussi un discours sur la lecture. Je ne me fais aucune illusion dans ce domaine. Alors, je vais, moi aussi, prendre un petit peu de temps au départ pour poser un certain nombre de balises, essayer de planter le décor, et commencer tout bêtement par... petit problème technique. Commencer par essayer non pas de définir la lecture, mais de la redéfinir avec vous, en essayant, là, pour le coup aussi, peut-être de tirer un certain nombre de lignes critiques sur la question des impensés sociaux concernant la lecture. Super, très pratique. Je suis équipé, là, j'ai tout ce qu'il faut, le pointeur, le bionique conférencier. Voilà. Alors, très vite, donc moi je vous propose de distinguer 4 degrés. Alors vous allez voir plutôt 3 degrés plus 1. Je passe très vite sur le premier, qui est la dimension technique. Jean-Luc en parlait bien mieux que moi juste avant. Donc c'est juste sur la question du décodage, du déchiffrement. Deuxième degré qui est étroitement articulé au premier, qui est la question compréhensive. Lire, c'est pas seulement décoder. Lire, c'est faire du sens avec ce qu'on est en train de s'approprier. Là, en l'occurrence, on va beaucoup parler d'appropriation d'informations et de textes pour agir. Voilà, il y a aussi cette dimension qui était rappelée par Jean-Luc Velay sur le couple, effectivement, lecture-action. Découle d'ailleurs de ce deuxième niveau, de ce deuxième degré, un certain nombre de néologismes, voire de préoccupations contemporaines qui portent notamment sur la question de la littératie, c'est-à-dire des compétences minimales que doivent posséder les individus aujourd'hui pour se repérer dans un monde de signes, de textes, d'écrits, en plus des images,
avec ce pendant inverse, qui est la question de l'illettrisme. Bon, on sait aujourd'hui, d'après la dernière enquête INSEE 2012 qui portait sur cette question, que les personnes illettrées en France, au-delà de 18 ans, ayant été scolarisées en France, c'est environ 7% de la population française encore aujourd'hui en 2012. On sait également, avec une enquête internationale qui est mise en place régulièrement par l'OCDE, le programme PEICA, sur les compétences des adultes, que la France est très mal située aussi dans la hiérarchie des pays qui ont participé à cette enquête. Nouveau néologisme, ce qui n'est pas très malin. Nouveau terme dont on commence à parler aussi aujourd'hui, c'est la notion d'électronisme, et qui a son pendant inverse, donc qui est la question de la littératie numérique, et qui porte cette fois-ci sur l'usage des outils et des supports numériques pour accéder aux informations, voire également pour lire des textes. Petit aparté sur ce point, dans l'enquête du Crédoc qui avait été réalisée en 2013, qui porte sur la diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française, on voyait que plus de 4 adultes sur 10 déclaraient se sentir incompétents, relativement incompétents, voire très incompétents dans certains cas, avec les outils numériques et avec les micro-ordinateurs en particulier. 42%, un peu plus de 4 sur 10, ça me paraît important à rappeler concernant le cas français. Et je vous propose de passer à un troisième degré. Bien souvent, d'ailleurs, pour le sens commun, c'est souvent on va dire le niveau d'entrée quand on pense à la lecture, notamment pour beaucoup, pour le sens commun, mais c'est parfois porté par les institutions aussi. Lire, c'est lire des livres. Et donc, on va parler d'une définition métonymique, puisque c'est la partie qui va valoir pour le tout. Et là, il y a une forme d'impensée sociale qui est assez intéressante, dont je reparlerai tout à l'heure. Donc c'est cette dimension réflexive qui permet notamment de distinguer des formes de lecture ordinaires, liées plutôt justement parfois au décodage ou au déchiffrement, avec des formes de lecture savantes, qui demandent un peu plus d'investissement. C'est dans cette dimension réflexive qu'on va trouver cette notion de lecture immersive, qui prend le lecteur, qui capte son attention, jusqu'à parfois d'ailleurs capter son enveloppe corporelle, puisqu'on voit des lecteurs parfois qui ont une attitude particulière quand ils sont vraiment plongés dans un livre, dans un roman en particulier. Et à ce niveau, la lecture est une activité contemplative, introspective, qui invite le lecteur, qui l'incite parfois, qui le pousse à se couper du monde réel, voire, par certains côtés, à se désocialiser. Ce qui fait que certains milieux sociaux, d'ailleurs, ont parfois des difficultés à s'investir dans ces formes de lecture immersive. J'ajoute une petite chose qui me paraît importante, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, c'est bien évidemment la temporalité tout à fait particulière de la lecture livresque. La lecture linéaire implique effectivement un investissement relativement fort, implique un temps long. Le temps du livre est spécifique, il n'a rien à voir avec le temps de l'écoute musicale ou avec le temps du film, si on raisonne de façon générale en tout cas. Et il peut y avoir une contradiction aujourd'hui avec une forme de segmentation des activités qui est beaucoup plus forte qu'avant, avec ce qu'on appelle la pratique du zapping, par exemple, et avec le fait qu'aujourd'hui, effectivement, on dispose de moins de temps à consacrer parfois justement à la lecture longue. Et je vous propose également, c'est amusant qu'il y ait eu cette petite discussion sur la notion d'industrie autour de l'informatique tout à l'heure. Moi, je propose aussi de passer à ce quatrième degré, qui serait la dimension industrielle des lectures aujourd'hui, et qui cette fois-ci ne porte pas sur le lecteur lui-même et son activité, mais plutôt sur l'activité des machines qu'il utilise parfois pour lire, et notamment des outils numériques, et qui contribuent à le lire. C'est la notion de lecture industrielle utilisée par Alain Giffard, qui lui d'ailleurs centre sa réflexion plutôt sur les dimensions plus réflexives de la lecture. C'est le lecteur lu par les machines et par les logiciels qu'il utilise pour lire sous forme numérique.
Ça me paraît important de situer cette notion pour évoquer justement l'écologie du lecteur moderne, qui à son insu même parfois, ou parce qu'il l'oublie, est lu par les logiciels qu'il utilise. On sait aujourd'hui, par exemple, vous avez peut-être vu ces résultats d'enquête, que tel pourcent de lecteurs ayant acheté l'ouvrage de Thomas Piketty ou l'ouvrage de je ne sais qui encore ne sont pas parvenus au bout de leur lecture. On sait que l'ouvrage de Piketty, alors d'après les statistiques qui étaient produites par le Kobo, par exemple, qui est la liseuse électronique qui est mise en avant par la FNAC, on sait que l'ouvrage ayant été acheté sur la plateforme FNAC était grosso modo lu par 5 à 10% de ses lecteurs. Parce qu'on savait où il s'arrêtait en fait. Parce que le lecteur connecté est aussi un lecteur lu. Il est pisté par toutes ces machines. Et ça me paraît important à resituer. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Autre élément contextuel important à placer en introduction pour disposer d'un certain nombre de balises et qui permettent notamment de justifier comment dire, ce sens commun pour qui lire, c'est d'abord et avant tout lire des livres. Donc je tiens ici à rappeler un certain nombre de normes et de valeurs livresques, mais aussi littéraires, en posant un certain nombre de repères, de grands repères historiques notamment. Tout simplement le fait que nous existons aujourd'hui dans des sociétés à raison graphique, pour reprendre la formule d'un anthropologue anglais, Jack Goody. Ça, c'est la séparation entre les sociétés de l'oralité et les sociétés à raison graphique. Et nous sommes résolument dans une société à raison graphique, même si les images aujourd'hui nous environnent beaucoup. Le deuxième repère, c'est pas l'invention de l'imprimerie à caractère rotatif au XVIe, au milieu du XVIe siècle, c'est plutôt la naissance de la culture du codex qui commence bien plus tôt et qui par conséquent nous irrigue aujourd'hui depuis près de 1500 ans, voire plus. C'est la naissance de la culture du codex, le codex ayant remplacé le volumen, donc les rouleaux, à partir du 5e siècle de l'ère chrétienne. Ça signifie effectivement pour cette galaxie du codex une épaisseur historique qui est considérable et qui n'a rien à voir avec la galaxie Pathé-Marconi ou avec la galaxie Méliès. C'est-à-dire que la culture du livre est très épaisse et forte. Et le troisième repère, qui est très important, lui aussi, puisqu'il va justement me permettre d'expliquer un certain nombre de... pourquoi ces normes et ces valeurs littéraires se sont constituées et pourquoi elles nous irriguent aujourd'hui encore autant, même si elles tendent à diminuer. C'est l'institution de la littérature dans la France républicaine du XIXe siècle et du début du XXe siècle. C'est le poids des normes scolaires dans ce domaine, même si aujourd'hui, effectivement, elles tendent à s'amenuiser dans la mesure où la sélection, on le sait aujourd'hui à l'école, se fait beaucoup moins sur les matières littéraires et les humanités classiques d'une manière générale, mais qu'elle s'est plutôt déportée sur les matières scientifiques, voire les matières techniques, voire la gestion dans les grandes écoles. On pourrait même aller jusque-là. Donc il y a quand même un virage qui a été pris, mais il y a ces racines qui demeurent assez importantes. Deuxième point, j'aimerais évoquer rapidement donc la question des fonctions sociales de la lecture livresque, telles que Gérard Mauger a pu les identifier à travers une enquête collective réalisée à partir d'entretiens qualitatifs auprès de gros lecteurs, pour montrer aussi que le lecteur évolue, existe dans un univers qui lui permet aussi de s'approprier des valeurs littéraires et des normes aussi en matière de lecture. Et donc Mauger proposait d'identifier 4 fonctions sociales de la lecture. La fonction ludique, lire pour s'évader, se divertir. Alors tout le monde n'a pas la propension à se laisser capter facilement par cette fonction de la lecture. Elle n'est pas naturelle, elle se construit elle aussi. La fonction éducative, bien sûr, lire pour apprendre, se documenter. La fonction salutaire,
qui est la fonction originelle d'ailleurs de la lecture à la base. Je rappelle que le premier texte qui va sortir de l'imprimerie de Gutenberg, même si c'est pas Gutenberg lui-même qui aura pressé ce livre, c'est une Bible. Donc la fonction salutaire, c'est lire pour se sauver, lire pour se parfaire, trouver un sens à son existence, sachant qu'aujourd'hui, cette fonction de salut qui autrefois était assurée par le texte religieux, à travers l'histoire, est assurée par d'autres modalités du texte, politique, psychologique, développement personnel, et d'autres encore. Et enfin, la dernière fonction, qui est sans doute la plus valorisée encore aujourd'hui par l'école, qui est la fonction esthétique, lire pour le plaisir du texte. Cette fois-ci, le contenu est parfois tenu un peu à distance, c'est le plaisir du texte et de la langue qui importe. Elle est sans doute la fonction la plus valorisée par l'institution scolaire aujourd'hui et par les académies, et pourtant c'est la plus rare. Et ça me paraît aussi important à signaler. Dernier point avant d'en venir à des indicateurs en termes de mesure des pratiques de lecture, un petit point méthodologique. Alors, c'est plutôt une pierre dans mon jardin en tant que sociologue, mais j'aimerais quand même vous inciter à réfléchir à cette question. C'est justement la question du disciple et de l'indicible en matière de lecture. Nous, sociologues, effectivement, quand on travaille sur les pratiques de lecture, on interroge les lecteurs sur leurs pratiques. Donc on leur demande de témoigner. Ce qui, évidemment, peut poser des problèmes en termes de restitution des pratiques réelles. On a affaire à cette question du disciple, à commencer par des difficultés parfois pour mémoriser ces pratiques de lecture. Dans l'enquête pratique culturelle des Français, dont je reparlerai, on demande aux personnes interrogées combien de livres elles ont lus au cours des 12 derniers mois. Qui, ici, dans cette assemblée, peut dire au chiffre près combien de livres il a lu? Si vous n'en avez lu qu'un ou zéro, c'est relativement facile. Si vous êtes réglé comme une horloge suisse et que vous en lisez un par mois, c'est aussi relativement facile. Si vous avez des rythmes de lecture variables, si vous avez un éventail de lecture très, très, très vaste, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je témoigne de quoi? Des livres que j'ai lus en intégralité, des livres dont je me souviens bien, de ceux qui m'ont plu, de ceux qui m'ont marqué. Vous voyez, ça devient vraiment compliqué. Deuxième problème, c'est la capacité aussi à dire. On sait qu'en fonction du poids que la société et les institutions placent sur la lecture, effectivement, il peut y avoir des questions de surdéclaration et des questions de sous-déclaration. Les pratiques de lecture qu'on cache, au contraire des pratiques de lecture qu'on va tendre à valoriser, voire à survaloriser. Petit aparté très rapide, aujourd'hui on voit que les femmes lisent plus que les hommes, c'est sans doute très avéré, mais c'est aussi déclaratif. Il y a beaucoup de sociologues aujourd'hui qui disent « mais attention, par le passé les hommes surdéclaraient leurs pratiques de lecture ». Alors que les femmes les sous-déclaraient, parce que c'était valorisant pour les hommes de se montrer lecteurs, et que les femmes pouvaient avoir tendance à camoufler un certain nombre de pratiques de lecture pour éviter de tomber sous le coup du bovarisme, qui est un risque social très grand, parce que ça détourne d'un certain nombre d'activités. Voilà. Donc nous, on mesure des choses à partir de pratiques déclarées, mais on ne sait pas toujours très bien ce qu'on attrape dans le filet à papillon. Donc il faut garder ça en tête. Dernier point, très compliqué, c'est le fait qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la journée, les activités sont de plus en plus hybridées entre elles. Aujourd'hui, lire, c'est aussi lire, écouter et voir. Je prends un petit exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, la lecture de la presse. Elle se fait aujourd'hui de plus en plus, lecture de la presse ou lecture d'informations, accès à des données, sur Internet. Mais quand je vais sur le site du journal Le Monde sur Internet, lemonde.fr, si je regarde des images du crash, par exemple, récent, si j'écoute des podcasts, si je regarde des vidéos, est-ce que je lis la presse? Sans doute, oui. Et pourtant, je n'ai pas lu un seul article. Et donc, on a aussi, maintenant, aujourd'hui, de grandes difficultés, et c'est ce qui fait que l'enquête pratique culturelle des Français n'est sans doute plus possible telle qu'elle a existé depuis le milieu des années 70. Il n'est plus possible d'identifier très facilement des activités qui sont monosupports et qui sont réalisées pour elles-mêmes et en tant que telles.
C'est d'autant plus difficile que, effectivement, aujourd'hui, on a des supports multi-activités qui permettent d'accéder à tout. Avant, c'était facile pour le sociologue, hein. La radio ou le poste TSF à Galen, c'était pour écouter la radio. La télévision, c'était pour regarder la télévision. Le livre et le journal, c'était pour lire. Aujourd'hui, sur vos tablettes, voire mieux, puisque je vais en parler beaucoup aussi aujourd'hui, sur vos smartphones, vous faites tout ça et bien d'autres choses encore. Et vous communiquez et vous êtes en relation avec vos réseaux. Comment le sociologue fait-il à ce moment-là pour savoir combien de temps est consacré à la lecture au cours d'une seule journée, combien de pages sont vues et lues, combien de livres sont lus? Ça devient extrêmement compliqué, voire impossible. Et pourtant, on a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent au moins de cadrer des grandes masses. Donc je vais en rester justement, moi, à ces éléments avérés et qui portent plutôt sur des grandes masses. Bernard, là, il me resterait combien de temps, grosso modo? 20 minutes. Bon, ça va. Alors, parmi ces repères statistiques, j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que si on regarde justement l'enquête pratique culturelle des Français, qui est cet outil statistique qui a été mis au point par le ministère de la Culture et qui est porté par le DEPS, le département études prospectives et statistiques du ministère, et qui a été réalisé à plusieurs reprises. Les balises ne sont pas tout à fait régulières, mais 1974, 1981, 1988, 1997 et 2008 pour la dernière en date. 2008, nous sommes d'accord, elle commence à dater beaucoup. Mais on voit une évolution au long cours, justement, qui montre effectivement que le nombre de personnes âgées de 15 ans et plus, puisque l'enquête porte sur les 15 ans et plus, ayant déclaré avoir lu au moins un livre au cours de l'année, livre au sens large, BD comprise, était de 70% des personnes âgées de 15 ans et plus en 1973, il est toujours de 70% en 2008. A priori, pas de grands changements, sachant cela dit que la scolarisation entre ces deux balises s'est quand même considérablement développée, notamment dans le secondaire et dans le supérieur, ce qui n'est donc pas un bon résultat par certains côtés. Et sachant que là, on a des pourcentages, mais qu'il faudrait les rapporter aux masses d'individus, sachant qu'entre 1973 et 2008, la France a quasi gagné 15 à 20 millions d'habitants. Raisonner comme ça aussi, avec les effectifs bruts et les pourcentages. Plus significatif, à mon sens, notamment quand on place la barre à 25 livres lus au cours des 12 derniers mois, donc il s'agit de placer la barre assez haut, bien évidemment. C'était 23% des personnes interrogées en 1973, c'est 11% des personnes interrogées en 2008. Donc on voit qu'on a effectivement un pourcentage qui a baissé quasiment de moitié. Et c'est le socle dur des personnes les plus investies dans la vie littéraire, dans la fréquentation des librairies, l'achat de livres et la fréquentation des médiathèques. Donc on voit qu'on a effectivement un pourcentage qui a considérablement diminué. Et c'est cohérent avec les enquêtes qu'on réalise à l'échelle européenne, voire quand on fait des comparaisons aussi avec le continent nord-américain. Et le nombre de livres moyens lus par personne continue aussi à baisser régulièrement. Comme vous le voyez pour ces indicateurs, on a des phénomènes de baisse et de recul qui ont commencé bien avant le développement d'Internet en accès libre dans les foyers. Donc Internet n'est pas le fossoyeur des pratiques de lecture, sans doute l'accélérateur par certains côtés, voire il régénère aussi la lecture par d'autres côtés. C'est un phénomène qui est beaucoup plus ancien. La lecture change en volume et la lecture change en nature aussi. Alors on a parlé effectivement du développement de ce qu'on appelle parfois le franc-lire, donc effectivement le développement d'une forme de littérature
par certains côtés qu'on pourrait caractériser comme étant moins exigeante, mais ça reste encore à démontrer. On voit effectivement que le genre de livre préféré des Français en 2008, c'est assez clairement les romans policiers, et qu'ils ont supplanté aujourd'hui les romans qui ne sont pas des romans policiers ou qui ne sont pas des romans de science-fiction. Donc il y a eu là aussi une inversion. Et d'ailleurs, la catégorie roman policier s'est considérablement féminisée aussi au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Aujourd'hui, les femmes déclarent lire plus de romans policiers que les hommes. Ce qui n'était pas le cas quand on faisait des enquêtes encore dans les années 70 ou au milieu des années 80. Et on voit aussi apparaître très nettement ces 5 et 10 dernières années un développement fort de ce qu'on appelle aujourd'hui les littératures de l'imaginaire, parce qu'on a du mal à les caractériser, ce qui est assez intéressant. Là aussi, les spécialistes sont en retard sur les pratiques pour essayer de les étiqueter et de les catégoriser. Je ne vous parle même pas d'ailleurs des genres musicaux, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus très bien comment justement bien les caractériser. Les littératures de l'imaginaire, c'est essentiellement la fantasy, par certains côtés la SF, mais pas la SF des années 50 ou des années 60, la SF techno, vraiment. C'est plutôt une SF aujourd'hui qui plaît beaucoup aux adolescents, aux jeunes adultes, et qui plaît notamment aussi beaucoup aux femmes. Là aussi, féminisation d'un genre qui autrefois était un genre par excellence masculin. Et on voit apparaître un secteur que les éditeurs anglo-saxons notamment ont qualifié de young adult, puisque là on est sur des littératures qui plaisent aussi bien aux préados, aux ados, qu'aux jeunes adultes, voire même encore plus âgés. Et un public plutôt féminin que masculin. Alors, puisque le projet Erasmus+, a une dimension internationale, une petite... justement, une diapo qui concerne la situation européenne avec notre outil commun développé par Eurostat, l'Institut de statistique à l'échelle européenne. Donc c'est l'Eurobaromètre culturel qui a été reproduit en 2013. Il avait été réalisé une première fois en 2007 et qui place la France en situation intermédiaire, on va dire, au-dessus de la moyenne quand même européenne, puisque la moyenne européenne est de 68%, comme vous le voyez, qui nous place en situation intermédiaire haute, sachant qu'on va retrouver là une distribution statistique assez classique en matière d'engagement dans les activités livresques, voire dans les institutions du livre. Les pays de l'Europe du Nord, c'est sans doute pas très lisible pour vous, d'autant qu'elles sont siglées. En gros, les pays de l'Europe du Nord en tête, très fortement en tête, et les pays de l'Europe du Sud, grosso modo, plutôt en fin de peloton. On va retrouver exactement le même type de distribution statistique en ce qui concerne le fait d'avoir fréquenté une bibliothèque au cours des 12 derniers mois. Et aujourd'hui, les sociologues et les historiens s'accordent pour dire que l'une des raisons, c'est pas la seule bien évidemment, mais il n'y a pas d'explication monocausale en sociologie, mais l'une des raisons encore aujourd'hui les plus fortes qui permettent d'expliquer ce différentiel à l'échelle européenne, c'est notamment aussi la différence entre les protestants du Nord et les catholiques du Sud. C'est pas la seule raison, mais elle continue en tout cas à être assez signifiante. Je fais un petit saut du côté de la lecture de bande dessinée, puisque on parle souvent de la bande dessinée comme étant parfois à tort un concurrent de la lecture livresque et romanesque en particulier. Là, l'enquête réalisée par TMO Région pour le DEPS, justement, et la BPI en 2011 montrait que plus on s'investit dans la lecture de bande dessinée, plus on a de chances, statistiquement parlant, d'être également investi dans la lecture de livres. C'est-à-dire qu'il y a au contraire une corrélation positive entre les deux. Et que la population de lecteurs exclusifs de bande dessinée, en fait, elle est relativement marginale. Quand on regarde les statistiques majoritaires, bien sûr.
La lecture de bande dessinée, non, au contraire, elle a diminué considérablement, baisse de 40% des taux de lecture entre 89 et 2011, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ce qui fait que les femmes, du coup, n'ont pas rattrapé leur retard en matière de lecture de la bande dessinée par rapport aux hommes. Plus intéressant, quand on s'intéresse toujours à cette pratique de la lecture des bandes dessinées, quel que soit le support. Attention, là, c'est la bande dessinée imprimée, essentiellement quand même, mais également la bande dessinée lue sous forme numérique, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une offre légale ou d'une offre, ou qu'il s'agisse de pratiques de lecture via des réseaux pirates, hein, notamment le Scantrad. On voit que quasi toutes les générations sont concernées par ce recul de la pratique de la lecture de bande dessinée, mais surtout les jeunes générations. Et ça, c'est une surprise pour nous, hein, et notamment les 15-19 ans qui sont fortement impactés, et également les 20-24 ans. Alors que pour les plus âgés, au contraire, on a une courbe qui est relativement stable. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser de la culture manga et du développement de la lecture de bande dessinée, consacrent sans doute beaucoup moins de temps à cette activité. Et là, on peut y lire très clairement la concurrence des activités numériques et notamment des réseaux sociaux numériques qui, on le voit, grignotent en termes de budgetant beaucoup de choses et qui font qu'effectivement, il y a moins de temps à consacrer à la bande dessinée que par ailleurs, ils aiment beaucoup. Ils continuent à aimer beaucoup. Alors, on va passer là-dessus. Moi aussi, je risque de sabrer un certain nombre de choses pour ne pas louper les choses qui me paraissent vraiment importantes. Donc, les pratiques de lecture numérique, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui en 2015? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a vraiment une sorte d'avalanche d'enquêtes pour justement essayer de cadrer cette activité de lecture numérique, et en particulier de lecture de livres numériques, parce que l'inquiétude est forte. Hein. Et donc, tous les ans, par exemple, à l'occasion du Salon du Livre, nous avons droit à l'enquête Ipsos-CNL, hein, qui est le baromètre de la lecture numérique pour le Centre national du livre, mais également à l'enquête réalisée par Opinionway pour la SOFIA, la Société des gens de lettres, et qui est le troisième partenaire, le SNE, le syndicat national de l'édition. On a des baromètres annuels, ce qui, honnêtement, en sociologie, est un peu ridicule, puisqu'il faut laisser aussi parfois le temps aux pratiques de s'installer un petit peu, plutôt que d'utiliser autant d'argent public pour mesurer parfois des écarts qui sont relativement faibles. Bon, cela dit, là, on voit quand même qu'en matière de lecture de livres numériques, là, il ne s'agit pas de lecture numérique, mais bien de lecture de livres numériques, c'est-à-dire d'un objet qui serait un livre numérique. C'était 5% des personnes âgées de 15 ans et plus au cours du premier baromètre en 2010. C'est 19% des personnes âgées de 15 ans et plus en 2015. Donc une évolution, même pour le cas français, qui est quand même relativement forte. Mais 1% seulement de lecteurs exclusifs de livres numériques sous forme numérique. Hein, ça veut dire que la règle aujourd'hui, c'est plutôt le mélange imprimé et numérique, plutôt que la lecture exclusive sous forme numérique. Les résultats sont cohérents avec l'enquête Opinionway que je n'ai pas fait figurer ici. J'ajoute une petite chose, c'est que, et ça c'est très visible justement dans l'enquête Opinionway, le smartphone devient un support de lecture numérique important, et même en France, et aussi pour des livres numériques. Ce à quoi les spécialistes ne s'attendaient pas, les éditeurs en particulier. En France, en tout cas. Bon, au Japon, je vous rappelle qu'un manga sur 2 est lu sur un smartphone. Ce qui est, pour un marché considérable comme celui du marché japonais, ça mérite d'être signalé. Mais en France, ces pratiques de lecture sur smartphone se développent, et notamment chez les 15-24 ans, bien évidemment. Voilà, donc cette question du support va avoir des incidences sur les choses lues et sur les images aussi et les représentations du livre, bien évidemment. Un petit point sur une enquête qui vient à terme et dont les résultats ne sont pas encore publiés, hein, ce qui est une enquête qui portait sur des profils d'individus qui étaient
assez investi dans des pratiques de lecture numérique et déjà expérimenté, puisque pour certains d'entre eux, ils ont déjà parfois 10 à 15 ans d'expérience en matière de lecture numérique. Pas nécessairement sur liseuse ou sur tablette, mais sur ordinateur, hein, notamment en lisant des informations sur Internet. Et je prends ce petit exemple de la presse en ligne parce qu'il me paraît tout à fait significatif. L'enquête est réalisée à partir d'entretiens semi-directifs très approfondis, hein, très ouverts. Et les personnes qui donc lisent régulièrement la presse sur Internet ou qui lisent des brèves ou des informations sur Internet en ligne déclarent donc maintenant avoir cette pratique en permanence. Avec des gens qui disent « mais je suis parfois au travail et hop, je bascule sur le site du Monde, de Libération ou du Figaro hein, pour voir si les choses n'ont pas un petit peu bougé. Je suis en réunion avec mon smartphone, hop, je décroche et je lis la presse. » Bref, pratique de lecture nomade, mais permanente aussi. Encore une fois, cette idée aussi qui est assez justifiée, qu'il n'y a plus de temps mort. Le temps mort, c'est devenu au contraire quelque chose de très négatif. Dès qu'on a un temps mort, qu'est-ce qu'on fait? On sort son portable, on consulte ses réseaux, on consulte ses mails, on consulte ses messages, mais on peut aussi lire et consulter la presse. Et ça a évidemment des conséquences assez fortes hein, sur les comportements de lecture de presse, dans la mesure où on a la possibilité aussi d'avoir une lecture plurisource, et de comparer aussi parfois les dépêches, les contenus, les analyses. Donc une lecture qui peut devenir aussi une lecture critique, avec des lecteurs qui du coup se font eux-mêmes leur propre revue de presse. Alors, autrefois, ça vous était proposé par des organes officiels, institutionnels, par des journaux aussi qui avaient cette fonction. C'était proposé par la radio, par la télévision avec des experts. Aujourd'hui, le lecteur est son propre expert dans le choix de ces informations qu'il va mixer et qu'il va mettre en regard les unes avec les autres. Et ça développe effectivement en plus aussi des comportements la fidélité à un titre recule considérablement. C'est assez intéressant, hein, puisque du coup, moi quand j'étais jeune, on s'abonnait à tel journal, à tel organe de presse, et d'ailleurs politiquement c'était très sensé aussi, c'était très cohérent. On s'affichait dans l'espace social avec son journal. Aujourd'hui, en revanche, on a des lecteurs en ligne qui sont assez décomplexés sur cette question et qui vont vous dire: écoutez, moi je suis plutôt à gauche, hein, je vais plutôt sur le site de Libération ou du réseau je ne sais trop quoi, mais je lis aussi le Figaro pour justement consulter le discours de l'ennemi. Et je me suis rendu compte que le site du Figaro était actualisé beaucoup mieux que celui du Monde ou celui de Libération. Et ça, on peut en témoigner dans un entretien. On ne s'affichera pas avec le Figaro sous le bras, mais il y a une forme, effectivement, comment dire, on prend ses distances hein, par rapport à des cadres et des formes d'institutions qui étaient un peu plus traditionnelles. Ce qui m'amène, effectivement, à parler, moi, de forme de désinstitutionnalisation de la lecture à mesure qu'on s'engage dans ces activités en ligne. Autre point que je voulais faire sur les pratiques de lecture numérique, pas nécessairement du livre numérique, mais des lectures sur Internet, des lectures du web, et notamment des lectures qui permettent d'utiliser la lecture hypertextuelle, hein, donc qui permettent d'activer des hyperliens pour aller sur d'autres textes, pour aller sur des définitions, pour aller sur des images. Hein, donc c'est vraiment ces formes de lecture un peu réticulaires en ligne. Et je rappelle là l'enquête réalisée par Alexandra Samer. Hein, cet article, vous pourrez le retrouver donc dans le bulletin des bibliothèques de France en ligne. Elle a fait justement des enquêtes auprès de ses étudiants. Hein, elle est prof en infocom à l'université. Et elle les confrontait à des corpus d'articles de presse numérisés, issus de la presse quotidienne généraliste. Des articles d'information, des articles politiques. Elle leur montrait que, effectivement, dans un article de presse en ligne, vous avez des hyperliens que vous pouvez activer. Vous allez cliquer sur l'hyperlien et aller vers quelque chose. Avant de les inciter à cliquer sur ces hyperliens, elle les interrogeait sur leur représentation de ce sur quoi ils allaient tomber. Et à chaque fois, elle avait ce même discours assez massif chez ses étudiants qui disait « je vais avoir plus d'informations ». Je vais avoir une mise en contexte, je vais avoir une illustration, je vais avoir un guide qui va me permettre d'affiner ma lecture et de l'approfondir. Et en fait,
On se rend compte quand on active ces hyperliens, faites le test vous-même, que ça n'est pas toujours le cas. Au contraire, on tombe même parfois sur des extraits de texte qui contredisent la lecture qu'on vient de faire, ou qui parfois n'ont aucun rapport, ou qui n'ont aucune stabilité, hein, aucune valeur en termes de valeur ajoutée justement de l'information. Et donc ces étudiants étaient particulièrement déstabilisés parce qu'ils se rendaient compte justement que ça venait contrarier leur lecture et qu'ils n'avaient pas anticipé ce problème. Et donc elle parle de présomption d'information et elle montre très bien dans son article qui sont sans doute digital natives, ils sont sans doute très familiers du numérique, hein, très à l'aise, mais pas pour autant compétents, pas pour autant experts. Et donc elle fait la distinction, et ça me paraît très, très juste, entre des jeunes qui sont numériquement insérés, hein, ils sont numériquement insérés, ils sont même, on voit bien que ça les prolonge avec les ordinateurs portables ou avec les smartphones, mais ce ne sont pas des lettrés du numérique. Et je reviens donc sur cette notion de littératie numérique dont je parlais en introduction. Un petit point sur les questions de lecture sociale numérique. On parle effectivement aujourd'hui beaucoup de cette notion de lecture sociale, hein, donc de lecture connectée à la fois, puisque aujourd'hui, si vous lisez un ouvrage que vous avez acheté sur votre liseuse, hein, qu'il s'agisse du Kindle, qu'il s'agisse du Kobo, ou qu'il s'agisse des outils qui sont développés par Sony, vous avez la possibilité d'utiliser des logiciels qui vous permettent de rester en contact avec vos propres réseaux sociaux numériques. Vous pouvez taguer le texte, c'est-à-dire déposer des balises dans le texte que vous êtes en train de lire, vous pouvez le commenter, partager les commentaires avec votre réseau, envoyer des extraits parfois à votre réseau ou les envoyer même par mail. Et donc il y a une forme de lecture connectée. C'est pas ce qui se développe le plus aujourd'hui, c'est pas ce qui manifestement plaît le plus aux lecteurs. Peut-être aux jeunes lecteurs, mais pas aux lecteurs dans leur ensemble, qui ne souhaitent pas nécessairement être accompagnés en permanence de leur réseau pour leur activité de lecture qui peut être tout à fait personnelle et individuelle. En revanche, ce qui se développe considérablement, c'est plutôt la question des lecteurs connectés, et notamment de ce différentiel entre « je lis » sous forme imprimée, sous forme papier, et ensuite je vais me connecter, parler de mes lectures sur les réseaux sociaux, m'inscrire dans des clubs de lecture numérique, hein, chatter, voilà, échanger des impressions sur des ouvrages, me poser en expert aussi de tel ou tel genre ou de tel auteur pour notamment faire tout un travail de recommandation. Voilà, donc on pourra distinguer effectivement dans cette notion de lecture sociale numérique. Alors attention, la lecture a toujours été sociale par certains côtés, hein. Le lecteur est un individu éminemment socialisé à travers des rituels, des pratiques, des fréquentations, d'espaces dédiés à la lecture, des rencontres, des salons, des institutions, librairies, bibliothèques, et ainsi de suite, hein. Le lecteur est accompagné aussi de son monde en permanence, hein, quand il est même complètement isolé face au texte. Mais le numérique permet de généraliser ces formes de lecture sociale. Donc je cite quelques exemples, hein, là, autour des blogs notamment, autour des sites de lecteurs qui plaisent beaucoup notamment aux adolescents, voire aux préadolescents, et qui permettent notamment à certains garçons de parler en ligne de leur lecture, ce qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire dans la vraie vie, hein, parce qu'effectivement, pour un garçon, c'est pas toujours facile, voire valorisant, de parler de ses lectures auprès de ses amis et notamment auprès des autres garçons. Voilà, donc il y a des garçons qui se connectent avec des filles en ligne et qui éprouvent beaucoup de plaisir à faire ce genre de choses de façon relativement cachée. Et des choses qui commencent à se développer beaucoup aujourd'hui, plutôt dans le monde anglo-saxon d'ailleurs, mais on commence à voir ça dans le monde français, c'est ce qu'on appelle les booktubers. Donc on utilise YouTube, qui est une plateforme de vidéo massivement fréquentée, arpentée par les jeunes, pour créer sa propre chaîne de recommandations de lecture. Hein. Faites des explorations sur le web, vous allez voir, vous allez trouver des choses assez intéressantes. Troisième point, en matière de lecture sociale aussi, ce qui est intéressant, c'est ce basculement aussi on passe du lire à des pratiques d'écriture, voire à des pratiques de création
littéraire. C'est ce qu'on appelle parfois aujourd'hui le remix culturel, c'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui simplement des récepteurs, des consommateurs, des spectateurs, des lecteurs. On souhaite de plus en plus, via la lecture sociale numérique et via le développement des supports numériques et de ces activités sur les réseaux sociaux numériques, on souhaite intervenir sur le texte lui-même, prendre la place de l'auteur même parfois. Donc, ce sont les sites de fanfiction qui effectivement ont un trafic considérable aujourd'hui, qui permettent effectivement de mettre en place là aussi des chaînes de recommandation. Je ne sais pas si vous connaissez l'univers des fanfictions, mais vous avez effectivement des cadres à respecter. Vous pouvez donc écrire, réécrire des ouvrages. Alors ça se fait beaucoup autour d'Harry Potter, de Twilight ou de Hunger Games par exemple aujourd'hui, mais ça se fait sur les classiques aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui réécrivent Notre-Dame de Paris par exemple, donc les épisodes manquants ou ce qui s'est passé avant l'histoire. C'est assez étonnant, c'est pas toujours réussi, mais parfois c'est très réussi. Vous avez sans doute entendu parler de cette jeune américaine qui, via une application qui s'appelle Wattpad, qui permet une application d'édition en ligne et qui permet d'écrire sur son téléphone portable, et qui a été lu et suivi par plusieurs millions de lecteurs dans le monde, et qui aujourd'hui a été récupéré par un éditeur dans le monde anglo-saxon et qui est édité en France maintenant aussi chez Hugo, et qui a plusieurs millions de lecteurs dans le monde, alors que tout a commencé sous forme électronique via des sites de partage et de... Alors, le résultat n'est pas toujours, évidemment, si on prend les choses d'un point de vue critique et littéraire, pas toujours à la hauteur, mais socialement, ça me paraît intéressant de voir qu'il y a quand même cette volonté de s'investir et de pratiquer, et que du coup, ces lecteurs connectés participent activement au travail de création de la valeur littéraire et souhaitent s'engager dans ces activités. Il va falloir que je me dépêche, ça tombe bien, c'est bientôt fini. On va passer là-dessus pour ne pas perdre... De toute façon, ce n'est pas lisible pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai accès à mon support. Je voudrais terminer sur ces questions, puisque j'ai dit qu'Internet n'était pas la cause principale de ce recul de la lecture intensive de livres, en tout cas. Si on parle des livres, pas des pratiques de lecture en général, il faut donc essayer de tirer un certain nombre de lignes d'analyse sociologique de ces questions. La principale explication pour moi, sociologue, mais je ne suis pas le seul à le penser, c'est bien évidemment le développement du processus d'individualisation des mœurs, qui contribue effectivement à diminuer la pression sur un certain nombre d'activités culturelles légitimes, et notamment portées par les institutions. La lecture en particulier. Alors ce processus d'individualisation des mœurs, c'est pas une critique, moi, que je vais faire sur notre société actuelle. Je suis pas en train de critiquer l'individualisme, l'égoïsme contemporain. Je le fais pas dans un premier temps. C'est une lecture très neutre de l'évolution historique, positive aussi, qui nous permet aujourd'hui de nous délier un peu des institutions traditionnelles et d'exister individuellement de façon plus, plus forte, plus personnelle aussi, moins de pression sociale. Donc il y a une forme d'émancipation qui est tout à fait positive, mais qui a des effets, bien évidemment, assez forts sur un certain nombre de pratiques culturelles, la lecture de livres en particulier. Et donc Bernard Lahire parle à ce titre d'une baisse d'intensité dans la foi artistique et littéraire dans la société française, d'un relâchement culturel général, qui veut dire aussi moins d'hypocrisie par certains côtés, puisque la bonne volonté culturelle pouvait nous pousser, quand je parlais d'institutions de la littérature au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, à nous inscrire parfois de force dans des pratiques qui étaient socialement valorisées, mais pénibles pour un grand nombre d'entre nous. Donc, moins d'hypocrisie sans doute de ce point de vue. Mais n'oublions pas aujourd'hui, effectivement, puisque le budget de temps n'est pas extensible au niveau individuel, la concurrence avec les autres médias dont j'ai déjà parlé, et ce phénomène de transmédialité, d'hybridation qui, effectivement, aujourd'hui est de plus en plus courant. Alors, pour terminer, vraiment pour conclure, parce que ça me paraît quand même assez significatif, donc, dans ces deux colonnes de titres, en fait, on compare deux protocoles d'enquête
qui ont été réalisés à intervalles réguliers et qui ont été répétés entre la fin des années, le milieu des années 90 et en gros le milieu des années 2000. Et donc c'est une question qui revenait dans ces deux protocoles d'enquête, hein, qui était citer le titre du dernier livre que vous avez lu, en dehors des bandes dessinées et des livres pour l'école, ce qui est assez croustillant. Donc en 93 à 15 ans, ça donnait Jamais sans ma fille, Germinal, Dix petits nègres, La gloire de mon père, Le grand Maulne, Le Horla, Vipère au poing, Un sac de billes, Cro-Blanc. En 95, les mêmes, 2 ans plus tard à 17 ans. Candide, L'étranger, Germinal, Le rouge et le noir, La peste, Madame Bovary, Les fleurs du mal, sans faute. Mais, alors, ça vous fait rire parce qu'effectivement, là, on se dit surdéclaration, petits arrangements avec la réalité. Il y a quand même des jeunes gens de 17 ans, en 95, qui pouvaient être bougés par l'étranger ou par le rouge et le noir, voire Madame Bovary et d'autres encore. Hein. Donc, il ne faut pas non plus, tout jeter à l'eau. Donc, au milieu des années 2000, l'enquête est reproduite, et cette fois-ci, à 15 ans, qu'est-ce qu'on obtient? Harry Potter, Da Vinci Code, Eragon, Le Monde de Narnia, 4 filles et un djinn, Le journal d'Anne Frank, Chair de poule, Le Seigneur des Anneaux, Les orphelins de Baudelaire. Et les mêmes 2 ans plus tard, Harry Potter, toujours, la littérature classique, quand même, hein, donc on n'a pas tout oublié, et il faut quand même mettre un petit poids sur la balance du sociologue estampillé ministère de la Culture, hein, mais on ne peut que lui donner un paquet. Là, on n'est pas capable de... Mais c'est reconnaissance quand même, une forme de reconnaissance quand même. Eragon, toujours en 3e position, hein, 2 ans plus tard, c'est intéressant. Gossip Girl, donc la chiclite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 17 ans, en 2008, on était déjà capable, dans une enquête officielle réalisée dans le champ scolaire, portée par le ministère de la Culture et des sociologues estampillés ministère de la Culture, de citer la chiclite. À 17 ans, pas de problème, à l'aise. Le parfum, c'est intéressant. Eh oui, très intéressant. L'étranger, j'aime à dire à ce moment-là que là pour le coup, il est totalement étranger. Ensemble, c'est tout. Donc Anna Gavalda, hein, la littérature estampillée adulte, jeunes adultes. Hésitation, bien sûr, Les Chevaliers d'Émeraude. Et Mary Ginsclark, qui, à elle seule, figure comme une catégorie. Voilà. C'est un résumé lapidaire des évolutions dont j'ai essayé de vous parler, mais qui est quand même assez parlant et qui témoigne justement de ces pratiques de lecture quand même, hein, qui sont intenses, multiples, chamarrées, mais de cette baisse d'intensité dans la foi littéraire, très clairement. Bernard? Eh ben voilà. Merci. C'était pas tout à fait la fin. En fait, je préfère finir sur cette note-là aussi. Parce que là, j'ai laissé entendre qu'il y avait des formes quand même de révolution qui étaient intenses et qui travaillaient la société au point d'arracher les amarres et de nous couper de nos bases. Dans l'enquête, justement, CNL Ipsos, la précédente, hein, qui datait de 2014, ils avaient eu l'idée de demander à quel type de contenu on faisait le plus confiance. Hein, pour l'ensemble des personnes interrogées, le livre sortait en premier, à 40% des personnes interrogées, âgées de 15 ans et plus. 2e position, la presse, 16%. 3e position, la télévision. Et quand on fait une analyse par sous-population et qu'on s'intéresse uniquement à la tranche des 15-24 ans dans cette enquête, donc aux jeunes, eh bien le livre sort toujours en 2014 en numéro 1. Quasiment au même pourcentage, ce que je trouve très intéressant. Alors bien évidemment, Internet sort en 2e position, à 18%. Mais c'est 2 fois moins quand même que le livre. Voilà. Gardons ça aussi en tête, hein. C'est-à-dire que ne jetons pas l'eau avec le bébé du bain et la baignoire. Non, tout n'a pas vacillé, hein. Il y a une tectonique des plaques, c'est certain, mais il y a toujours des continents qui sont quand même relativement identifiables. Merci Christophe Evans. Donc,
vous pouvez poser des questions, voilà. Vous avez un micro dans chaque travée qui peut... Oui, bonjour. Je reviens à ce que vous avez montré, la lecture chez les plus jeunes, avec cette historique. Et en fait, ce qui apparaît dans les dernières années, c'est une sorte de prédominance de la culture anglo-saxonne. La plupart des titres que vous avez évoqués, Le Seigneur des Anneaux, etc., bon, ce sont pas seulement... Il y a bien sûr des livres, des œuvres littéraires, mais c'est aussi du cinéma, c'est aussi des jeux vidéo. Donc il y a une sorte de globalisation de la culture qui est d'essence anglo-saxonne. Et effectivement, le livre n'échappe pas à ce phénomène. Tout à fait. C'est ce que j'évoquais en termes de transmédialité. Aujourd'hui, c'est pour pointer ça. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça c'est essentiellement porté par les industries culturelles qui y trouvent leur profit, mais c'est très apprécié par les publics et en particulier les jeunes publics. C'est pas seulement un livre, c'est aussi effectivement une bande dessinée, un jeu vidéo, une série télévisée et un film bien souvent. Et donc ça fait partie d'un tout qui est très cohérent. Et quand le livre trouve sa place dans cet univers transmédiatique, il est porté. Il est porté par une vague d'intérêt et de désir très fort, c'est certain. Cela dit, contrepoison, il y a aussi parmi ces jeunes générations aujourd'hui des jeunes qui souhaitent se déconnecter aujourd'hui. Pas tout le temps, mais qui souhaitent à certains moments se déconnecter. Et qui du coup apprécient la lecture papier, livresque, voire la lecture magazine papier, voire la fréquentation de la médiathèque aussi, parce que ce sont pour eux des expériences de déconnexion qu'ils valorisent aussi, sachant qu'ils veulent rester connectés. Alors moi, je voudrais vous poser une question qui m'a interpellée. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus? Oui, alors là en fait, j'ai pas eu le temps d'en parler, justement. Mais je me référais donc à l'ouvrage de Pierre Bayard, publié chez Minuit en 2007, je crois, et qui porte justement sur la question des livres dont on parle, mais qu'on n'a pas nécessairement lu, même quand on est un prof d'université comme lui. Et en fait, il fait toute une réflexion très brillante et très drôle sur l'intérêt et le principe et le poids de la non-lecture dans notre société. Et il montre qu'effectivement, on peut parler des livres qu'on n'a pas lus et qu'on peut y trouver un certain plaisir, parce qu'effectivement, les lecteurs portent en eux leur bibliothèque personnelle, la bibliothèque des livres qu'ils ont lus et dont ils sont capables de parler. Mais les lecteurs s'inscrivent aussi parfois dans une bibliothèque collective et discutent parfois même d'ouvrages qu'ils n'ont pas lus. Alors je prendrai un tout petit exemple. Donc je vous renvoie au livre de Pierre Bayard, qui est fabuleux de ce point de vue, mais je voudrais juste témoigner d'une expérience, moi, à laquelle j'ai participé activement. C'était dans le cadre des 20 ans du prix Goncourt des lycéens. Vous connaissez le prix Goncourt des lycéens, vous savez que... Et donc moi je faisais, à l'occasion des 20 ans, je faisais un travail d'observation dans une classe de seconde, dans un lycée qui se destinait plutôt d'ailleurs, qui destinait plutôt les jeunes à des carrières techniques, donc c'était essentiellement des classes de garçons. Et leur enseignante de français, avec la complicité de documentaliste, les a fait participer au prix Goncourt des lycéens. Et cette année-là, il y avait une vingtaine de livres qu'ils devaient lire en 2 mois, pour devenir eux-mêmes jurés et porter les couleurs de leur établissement, puisque vous savez comment ça marche, c'est d'abord un juré local, puis après un juré régional, et puis ça finit par un juré national, sachant que le prix Goncourt des lycéens est prononcé à Rennes, justement dans le cadre d'une centralisation de toutes ces lectures qui ont été faites par des... Une partie d'entre eux a lu un certain nombre de livres, plus ou moins en partie, puisque rares sont ceux qui en ont lu beaucoup. D'ailleurs, c'est intéressant parce que celui qui en a lu le plus et qui a été désigné comme étant le porte-parole de cette classe un peu particulière, c'était celui qui, au début de l'année, était stigmatisé parce que c'était justement un gros lecteur. Et il était souvent, justement, un peu chahuté. Il était un peu isolé, quoi, plus avec les filles d'ailleurs qu'avec les garçons.
Et là, le stigmate s'est retourné parce que c'est lui, à un moment, qui a été désigné comme étant le porte-parole de la classe, parce que lui était en mesure de lire ces 20 fichus bouquins. Mais c'est pas de ça dont je veux parler, même si ça c'est déjà assez intéressant, c'est le fait qu'il y a eu des débats dans la classe installés par l'enseignante de français et la documentaliste, et beaucoup donc parlaient des bouquins en disant non, celui-ci c'est pas possible, on peut pas le mettre en numéro 1. Et moi je venais les voir, après je faisais des entretiens, je dis tu l'as lu? Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'ai entendu les autres en parler, et je suis pas d'accord avec les critères, et ceci et cela. C'était passionnant. Et pour finir, donc ils ont rencontré les auteurs aussi, hein, puisque ça fait partie de l'expérience Goncourt des lycéens. Il s'est passé quelque chose avec le littéraire, avec la littérature, sans même qu'une grande partie d'entre eux, la très grande majorité des garçons, en tout cas je peux en témoigner, n'ait ouvert un seul de ces ouvrages. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en reste 5 ans après, hein, je serais curieux de refaire des entretiens, mais... Oui, vous avez évoqué la disparition des temps morts. Il me semble qu'il y a aussi une grosse évolution dans le séquençage des temps au quotidien. C'est-à-dire que le fait de trouver le temps de lire un livre. Et dans ce sens-là, quelque part, aujourd'hui, la lecture numérique permet de lire un livre que peut-être en 70 ou en 60, on pouvait lire un soir. Maintenant, en plusieurs fois, en petits moments, sur smartphone ou autre. Enfin, du coup, c'est aussi, enfin, il y a peut-être aussi une piste de... Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Et en même temps, le séquençage, quand on fait des entretiens avec les ados, notamment, nuit à la lecture linéaire, à la lecture littéraire en particulier, hein, parce qu'ils ont justement parfois des difficultés à bien mémoriser et à se remettre dans le fil de l'histoire. Et ça nécessite aussi des compétences de lecture déjà expertes, hein, pour avoir cette facilité, se souvenir des personnages, des ressorts de l'histoire et ainsi de suite. Donc vous avez raison, parce qu'il est évident ce séquençage, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, parfois à tort, hein, beaucoup d'éditeurs proposent maintenant des ouvrages que vous pouvez lire en 1 heure. Il y a une collection là, numérique que j'ai vue en ligne pour des ouvrages de sciences humaines, pour des digests, où on vous dit, voilà, la question est réglée en 40 pages. Oui, voilà. Et moi, à la limite, parce que je suis enseignant aussi, au contraire, ce à quoi j'essaye de sensibiliser les créateurs, les producteurs, c'est voir les enseignants, c'est de dire qu'il faut faire les deux choses. C'est comme un bon nageur, quoi. Un bon nageur, il nage bien en surface, mais aussi il sait nager en allant sous l'eau, quoi. Et là, il sera vraiment à l'aise. Il est capable d'aller au fond, de s'immerger. Il faut les apprendre à nager en surface et à nager au fond. Et il y a des choses pour lesquelles ils n'ont pas besoin de nous. Mais il y a des choses pour lesquelles, effectivement, on peut apporter une aide. Et notamment sur le numérique. Même si là, ils ne nous attendent pas. Je voudrais juste poser une question qui est très proche de la première question qui t'a été posée à propos des interactions entre le cinéma ou la télévision et la lecture. J'ai été frappé de voir Le Parfum, donc, qui apparaissait dans cette liste de livres. Or, c'est vrai que, si je me souviens bien, Le Parfum a été porté à l'écran. Et donc, la question, c'est quand un livre est porté à l'écran, est-ce que ça a un impact sur la lecture du livre après? Dans ce cas-là, est-ce que c'est un impact positif? C'est-à-dire que ça suscite de l'intérêt pour le livre, et est-ce que on va lire le livre de ce point de vue-là? Et deuxième question qui est attachée à la première, si je suis éditeur de livres électroniques, qu'un film a eu beaucoup de succès à l'écran, et que je me dis, tiens, il y a un coup à jouer, je vais éditer ce livre au format électronique, comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que j'édite un livre purement textuel, ou est-ce que j'inclus dans le livre électronique de la vidéo, des images, des sons qui sont en rapport avec le film? C'est une question difficile, hein. D'autant plus que je ne suis pas éditeur. Alors ça existe, hein, avec le livre numérique enrichi ou augmenté, hein,
y a des éditeurs qui se lancent dans l'aventure. Pour le moment, ils se lancent plutôt dans l'aventure en couplant des offres. C'est-à-dire que tu as le livre, mais tu as le film aussi, mais les deux sont relativement séparés. Et aujourd'hui, les quelques expériences pour les jeunes, en tout cas, de livres numériques enrichis avec du texte, puis des fichiers audio, voire des fichiers images, fonctionnent pas très bien. C'est-à-dire qu'à un moment, les jeunes lecteurs disent, pour le moment, à partir des ouvrages qui ont été testés, mais moi je préfère un jeu vidéo. Dans ce cas-là, ça ressemble à un pseudo-jeu vidéo, votre machin, et tant qu'à faire, moi je préfère une expérience de jeu vidéo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certains sont aussi en mesure de dire, bah, non, tant qu'à faire, plutôt qu'un pseudo-livre, bah, je préfère un livre, ou carrément je préfère un film. Mais bon, c'est naissant, donc là j'ai pas beaucoup de recul, j'ai pas beaucoup d'assises et je peux pas non plus anticiper sur ce qui va. Donc j'aurais du mal à. Et pour la première question, alors là elle est pas mal documentée par un certain nombre de travaux d'enquête, notamment les enquêtes de Christine Détré, qui sont plutôt d'ailleurs des enquêtes qualitatives et qui montrent qu'effectivement il y a des effets d'entraînement, de renforcement. Parce que j'ai vu le film et que j'ai adoré Hunger Games 1 et 2, j'achète le livre alors que je suis pas un gros ou plutôt une grosse lectrice. Là, il y a vraiment des effets d'entraînement positifs, hein, assez intéressants. C'est vrai pour Hunger Games, c'est vrai pour Harry Potter, c'est vrai pour Twilight, c'est vrai pour beaucoup d'autres encore. Donc il y a vraiment là il y a un cercle vertueux. Christine montre aussi qu'à certains moments ça dérape, c'est-à-dire qu'elle les interroge et puis elle se rend compte qu'on ne parle plus de Notre-Dame de Paris, mais qu'on parle de la série télévisée qui a été diffusée en 3 épisodes et qu'on mélange les deux. Donc il y a cet effet aussi d'indifférenciation parfois qu'on peut trouver chez certains lecteurs qui n'ont pas de compétences très fortes. Vous avez parlé du mot électronisme. Est-ce que vous pensez que ce phénomène peut vraiment se produire lorsqu'il y a déjà les plus petits enfants qui arrivent à taper sur des écrans, peut-être sur des iPhones, ou même s'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils arrivent à taper ou à ouvrir des apps sans savoir ce qu'ils font. Eh ben oui. Oui, on peut en parler, oui, bien sûr. Encore une fois, moi je crois qu'il faut vraiment distinguer la familiarité avec le support, le fait d'être très à l'aise et de savoir effectivement se servir, en tout cas pour un certain nombre de compétences de base des supports, et ensuite de certaines formes plus ou moins abouties d'expertise avec ces supports. En plus, l'électronisme prend aujourd'hui des visages déjà très différents parce qu'on a une histoire numérique qui est déjà un peu longue. L'électronisme, c'est aussi les gens qui ont été socialisés à l'informatique dans les années 80 et qui sont dépassés aujourd'hui avec le web 2.0, voire avec le web sémantique, et qui sont complètement perdus dans cet univers. Et pourtant, ils ont des compétences, ils ont utilisé l'informatique parfois dans le milieu professionnel, dans les années 80 et 90, mais ils décrochent avec le web 2.0 et le web sémantique. Donc c'est ça aussi l'électronisme. C'est pas seulement une fracture numérique entre ceux qui ont des supports numériques, ceux qui n'en ont pas, ceux qui savent plus ou moins s'en servir, et ceux qui savent pas du tout s'en servir. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Merci pour toutes les informations. Je suis bibliothécaire en Autriche et il y a une semaine, j'ai eu un cours pour des bibliothécaires en Autriche et on a discuté à peu près la même chose avec les mêmes statistiques. Alors, les gens lisent moins maintenant et il devient de plus en plus difficile de prévoir ce qu'ils lisent. Alors, je me réfère à cette liste de lectures parmi les jeunes. Mais quelles sont les conséquences pour les bibliothèques ? Bonne question, Wolfgang. Alors moi, je travaille dans une
Question que je me pose, puisque mon institution me la pose en permanence, et parce que je suis enseignant aussi auprès des élèves conservateurs et des élèves bibliothécaires à l'ENSIB. Les conséquences sont énormes, à commencer par notre patrimoine littéraire et nos collections littéraires, et notamment de littérature en général, mais de classiques en particulier. C'est-à-dire, à partir du moment où une institution s'efforce effectivement de constituer ces collections et de tenter de les valoriser, il faut trouver, je pense aujourd'hui, pas baisser les bras, hein, c'est-à-dire trouver les moyens de continuer à les valoriser, voire à régénérer l'intérêt qu'elles peuvent présenter. Moi, je ne suis pas du tout, par exemple, tenant d'un discours qui consisterait à dire il faut radicalement faire évoluer le type d'acquisition qu'on fait en bibliothèque, désherber les collections en littérature, rétablir la part des DVD ou de l'audio pour mettre le livre à niveau. Non, je ne suis pas du tout sur ce discours-là. D'ailleurs, si on fait ça, on risque d'accélérer encore le désintérêt pour les bibliothèques, parce qu'elles perdront en consistance, elles perdront en singularité, en particularité. Donc je serais plutôt, moi, alors facile à dire, très difficile à faire, donc ça veut dire que j'ai pas de réponse à la question que tu poses, je serais plutôt en train de me dire, mais non, essayons de régénérer nos modalités de médiation. C'est pas. Alors il faut évidemment faire évoluer les collections, c'est certain, on peut le faire quand même, hein, bien sûr. On peut faire évoluer aussi les dispositifs, on peut faire évoluer le cadre, hein, on peut faire évoluer, on peut intégrer mieux aussi les usagers, hein, les faire participer aussi au travail de valorisation, pourquoi pas au travail aussi d'acquisition, utiliser les réseaux sociaux numériques pour les gagner aussi un certain nombre de choses, mais d'abord et avant tout, effectivement, se montrer innovant en matière de médiation. Essayons ça au moins, oui. Avant de jeter des pans entiers de nos collections. Je rappellerai une chose en plus, une toute dernière chose, c'est que on raisonne parfois en mettant des coups de barre à droite, des coups de barre à gauche, en changeant complètement de direction. Et on a eu un discours qui consistait à dire, parce qu'on écoutait parfois un peu trop aussi les jeunes lecteurs, pas plus de 200 pages pour les livres à lire et pour les romans. C'est pas complètement idiot, je suis d'accord. Mais quand vous faites le calcul, Harry Potter, ça fait 3000 pages. Le Seigneur des Anneaux, et ils l'ont lu. Pas tous, bien sûr. Hein. Hunger Games, ça fait combien aussi de centaines de pages. Je ne parle pas du contenu, hein, encore une fois, mais je parle aussi de cette fausse barrière de l'épaisseur et de la longueur. Et c'est ce que disait Jean-François Barbier-Bouvet aussi, hein, justement. Il disait, si on peut segmenter parfois, éditorialiser aussi un peu plus, hein, parce qu'il y a besoin de ça aussi. Pourquoi ne pas aussi réinstaller des images dans les ouvrages? On pourrait penser que j'infantilise, pas du tout, hein, parce que ça peut aussi, pensons à cette chose de façon beaucoup plus noble, hein, le travail dans l'huminure des textes, je suis sûr que là aussi on pourrait peut-être gagner un certain nombre de choses. C'est ce que disait une lectrice il y a un peu plus de 10 ans, j'avais interrogé une jeune fille de 14 ans, et elle me disait, dans une section jeunesse, hein, dans une médiathèque, et elle me disait, mais moi je suis BD vraiment, parce que les livres, le problème avec les livres, c'est qu'il n'y a que des lignes. Et moi, dans un premier temps, j'avais envie de lui dire, mais c'est pas le problème, ça, c'est au contraire, c'est ça qui est génial, quoi. Mais elle, dans son univers de référence, dans son référentiel personnel, il n'y avait que des lignes. Et pour elle, ça finissait par être inabordable. J'avais une question de politique fiction qui était, si on part du principe que le livre est un espace de liberté, qu'en est-il si on allait d'ici quelques années, de nombreuses années je suppose, vers une lecture uniquement numérique? J'ai la crainte que la liberté n'existerait pratiquement plus, puisque à chaque fois on pourrait être espionné, savoir ce que chaque individu lit. Qu'en pensez-vous? S'il y a une chose dont il faut se méfier, c'est bien ça aujourd'hui, hein, protéger vos données. Mais protégez-vous de moi aussi, hein, parce que moi, sociologue, je me régale
à utiliser ces réservoirs de big data là où on peut pister tout un tas de choses. Avec le Wi-Fi à la BPI par exemple, on sait qui revient régulièrement dans la bibliothèque et quels étages les gens fréquentent dans la bibliothèque. Malgré nous, on s'est rendu compte qu'on savait tout ça parce qu'on a des bornes Wi-Fi qui effectivement nous permettent de capter des smartphones ou des ordinateurs portables qui se connectent et qui reviennent régulièrement. Apprenez effectivement à vous protéger de tout ça, à avancer à pas mesurés quand vous vous abonnez notamment à des offres, on va dire, voilà, à des packs, parce qu'effectivement, là, il y a un problème de transparence et de démocratie évident. En même temps, attention, Internet est aussi, et le numérique d'une manière générale, un espace de liberté énorme. Mais il est aussi contradictoire que, on va dire, les institutions classiques et les réseaux classiques. La lecture a fait l'objet d'un contrôle social pendant des siècles. Par l'Église, par les États, donc là aussi les lecteurs étaient considérablement contraints et espionnés. Et attention, c'est pas tout rose d'un côté, tout noir de l'autre. C'est plus compliqué que ça. Alors, le problème aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on s'investit dans ces univers numériques et les enfants en particulier, sans toujours très bien savoir ce qu'on fait. J'utilise souvent cet exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il est assez parlant. La différence aujourd'hui entre les seniors et les jeunes avec les supports numériques, c'est justement pas les supports numériques en eux-mêmes, c'est les pratiques et les rituels autour de ces supports. Quand un jeune achète un jeune, c'est un peu idiot quand un jeune homme ou une jeune femme achète un nouveau smartphone, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout de suite la batterie et ils allument tout de suite le support. Et ils se débarrassent de tout le reste. La boîte, le mode d'emploi, parfois les accessoires qui vont avec parce qu'ils les ont déjà, et ainsi de suite. Et ils apprennent par essai-erreur. Alors qu'un senior, comment il va faire ? Eh ben, il va commencer par lire le mode d'emploi, du début à la fin, commencer petit à petit par se créer un répertoire, par structurer son... Voilà. Là aussi, je pense qu'il y a un travail de socialisation à faire pour les jeunes générations. Pas facile parce qu'ils ne nous attendent pas là-dessus et ils sont persuadés de ne pas avoir besoin de nous. Alors après, ce qui est tragique, moi aussi je travaille en bibliothèque, c'est de voir des jeunes doctorants qui viennent vous voir en bibliothèque et qui ne savent pas faire de recherche bibliographique alors qu'ils sont en 3e cycle dans l'enseignement supérieur. Et là, honnêtement, c'est de plus en plus courant. Et j'en vois aussi parmi les élèves conservateurs et les élèves bibliothécaires que j'ai parfois à l'ENSIM. Donc, même les écrivains aujourd'hui lisent moins qu'avant, que les générations précédentes. Donc il y a un mouvement aussi qui est un mouvement d'ensemble. Bien, est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant de clore ? Non ? Très bien. Ou pas ? Non, on a largement dépassé le temps imparti. On remercie Christophe Evans. Merci. Donc Christophe Evans va dédicacer le livre Lectures et lecteurs à l'heure d'Internet dans la salle à l'extérieur de l'auditorium. Il sera également présent ce soir à 18h30.